Catégorie 1, variété Navel et Navelina, origine Espagne. Plus d'informations sur Lidl.fr. Europe Matin. 7h, 9h, Dimitri Pavlenko. 8h39, serait-ce la magie de Noël pendant qu'Emmanuel Macron à Doha se retroussait les manches, tombait la veste face à la pression palpitante de la finale de la Coupe du Monde. Son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lui, concluait à Alger la paix des braves en mettant fin à la crise des visas. Retour à une relation consulaire normale entre l'Algérie et la France et fin des restrictions côté français dans la délivrance des visas aux ressortissants algériens. Le problème étant que l'on ignore ce qui a provoqué ce dénouement soudain. On va en parler dans le club de la presse européen jusqu'à 9h. On évoquera aussi cette formidable communion des Bleus hier avec leurs supporters, des Bleus surpris. On l'a vu sur leur visage de l'accueil que leur réservaient les Français. Bonjour François Calfon. Bonjour. Éditorialiste politique, membre du bureau national du PS. Bienvenue sur Europe 1. Merci d'être avec nous. Eugénie Bastier est aussi la journaliste au Figaro Vox. Bonjour Eugénie. Bonjour. Je commence avec vous. Est-ce que l'on sait, Eugénie Bastier, pourquoi ça se détend subitement entre Paris et Alger sur la question des visas ? Je rappelle que Paris avait décidé à l'automne dernier une restriction des quotas de visas délivrés envers les 3 pays du Maghreb. Ces 3 pays étant jugés, peu coopératifs dans la délivrance des fameux laissez-passer consulaires nécessaires pour finaliser les obligations de quitter le territoire français, les OQTF. C'est vrai qu'il y a eu un virage ces derniers mois, mais qui n'est pas soudain, puisque vous vous souvenez que Elisabeth Borne s'était rendue avec, je crois, une dizaine de ministres à Alger en octobre. Donc il y a eu, ça s'est fait en plusieurs étapes. Mais c'est vrai qu'on se demande quelle a été la contrepartie. Et on a un peu l'impression d'un retour au statu quo ante sans véritablement de changement, et ce qui souligne un peu l'impuissance d'ailleurs du gouvernement français à véritablement changer la donne sur la question migratoire en Algérie. Il y a une ça, c'est ce que vous supposez, parce qu'il y a peut-être eu une concession cachée de l'Algérie. En tout cas, oui, mais je pense que s'il y avait une concession, le gouvernement français se serait vanté, puisque ça leur permettrait de montrer que finalement leur pression avait abouti. Donc soit la France bat en retraite, soit il y a une concession algérienne. Je ne pense pas qu'elle batte en retraite, mais il y a un retour au statu quo avec effectivement, oui, les Algériens ont accepté de reprendre quelques OQTF embarrassantes pour la France en faisant un peu un geste. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas c'est pas une révolution. Après, est-ce qu'il y a la question du renseignement aussi qui pèse ? C'est-à-dire que c'est une question qui est moins mise en avant, mais l'un des moyens de pression de l'Algérie sur la France, c'est aussi les renseignements sur la menace terroriste en Algérie, qui pourrait toucher la France. Et ça, c'est vraiment une donnée très importante. Et il y a une concurrence d'ailleurs entre le Quai d'Orsay et le ministère de l'Intérieur, parce que le ministère de l'Intérieur a tendance à mettre la pression sur l'Algérie sur l'immigration, et le Quai d'Orsay dit attention, nous et la DGSI, attention, nous on a besoin de renseignements algériens. Alors ça peut aussi rentrer en ligne de compte. On va mettre le Quai d'Orsay dans l'équation, parce qu'il y a une photo un peu plus large que ce strict déplacement de Gérald Darmanin à Alger. Mais d'abord, j'aimerais vous entendre, François Calfon. C'est assez étonnant quand même, cette diplomatie qui finalement ne nous partage que les annonces, et on ne sait pas en réalité comment on arrive à cela et quelles sont les contreparties. C'est assez étonnant. C'est assez étonnant en effet, mais enfin ça a toujours été la diplomatie en ce qui concerne le Sénégal, puisque ça commence aujourd'hui. On voit bien que sur l'affaire, apparemment le trafic de Gérald Darmanin est au Sénégal. Le trafic de crack est une aiguille dans notre pied, si j'ose dire, et un caillou dans la chaussure entre les deux pays. Apparemment, il y a un certain nombre d'avancées qui sont annoncées. Donc, sur le contrôle initial des trafiquants qui viennent depuis une certaine région du Sénégal en France, et sur le retour finalement des expulsés suite au fait qu'ils soient pris dans le trafic. Voilà. Après, la réelle politique sur les affaires, puisqu'on en parle un peu sur les aspects gaziers, a sans doute finalement un aspect important. Et puis il y a un autre volet dans la visite sénégalaise aujourd'hui de Monsieur Darmanin. Oui. C'est aussi sur le volant, et que moi, pour le coup, je suis très critique de ce gouvernement, mais s'il pouvait assumer un peu plus, ce serait mieux. Sur le volant immigration légale, qui est quand même un aspect important, l'immigration de travail, sur lequel un accord doit être passé entre la France et le Sénégal. Oui. Donc il y a quand même différents aspects qui sont... Ça va venir, ça, probablement, oui, ça va venir. Avec le projet de loi. Mais moi, je serais pour, si vous voulez, d'un point de vue plus général, on ne peut pas se plaindre d'un côté qu'on ne reprenne pas les OQTF et regarder avec l'angle de la suspicion une visite du ministre de l'Intérieur dans les différents pays, qu'il s'agisse de l'Algérie ou du Sénégal. À un moment donné, ou alors à ce moment-là, on n'a pas aucune politique,
on n'est que pour une sorte de ministère de la parole et de l'indignation permanente. Mais est-ce que oui, on n'en connaît pas tous les aspects, mais reprise des OQTF, discussion sur l'immigration légale, discussion sur la formation, discussion sur le contrôle finalement des étudiants étrangers dont on voit que le nombre augmente. Moi, j'ai toujours été pour que nous ayons une coopération décentralisée en la matière. On ne peut pas s'en plaindre, hein, franchement. On ne peut pas s'en plaindre, mais effectivement, on ne peut pas dire que le gouvernement ne fait rien sur ce sujet, mais il me semble que la politique migratoire mise en place par Gérald Darmanin et Emmanuel Macron n'est pas à la hauteur des enjeux qui s'ouvrent à nous au XXIe siècle. Et je compare avec la décision qui a été prise hier par la Haute Cour britannique qui a validé le projet d'expulsion au Rwanda mis en œuvre par Boris Johnson et repris par Rishi Sunak, qui poursuit d'ailleurs là-dessus la politique de Johnson très sévère en matière migratoire. Je me permets d'expliquer rapidement. Oui, j'allais l'expliquer, mais en fait, il s'agit d'un projet. En fait, on délocalise les demandes d'asile plus sur le sol britannique, mais au Rwanda, avec un accord passé entre le Royaume-Uni et le Rwanda. Et donc, en fait, les demandes d'asile seront traitées là-bas, parce qu'on considère que on ne peut pas cautionner l'immigration clandestine et ne pas légaliser les gens une fois qu'ils sont sur le territoire. Il y a d'autres pays européens qui souhaitent travailler avec le Rwanda. Bien sûr, et Suella Braverman, qui est la ministre de l'Intérieur britannique, qui est très très sévère, qui est elle-même issue de l'immigration, mais qui est très très sévère sur la question migratoire, puisqu'elle a dit mon cadeau de Noël, ce serait qu'un avion parte pour le Rwanda avant Noël. Donc je peux vous dire qu'on n'est pas prêt d'entendre ça de la bouche de Gérald Darmanin. Non, ce que je veux dire, c'est que la France est extrêmement timide sur le sujet par rapport à d'autres pays européens, par rapport à l'Italie, par rapport au Royaume-Uni, par rapport au Danemark, par rapport à tous les pays du Nord, par rapport aux pays de l'Est. Nous sommes le maillon faible en matière migratoire en Europe. Qu'est-ce que nous disons en attendant? Nous disons nous allons renvoyer les OQTF et légaliser l'immigration clandestine quand elle nous est utile. C'est un message catastrophique. Nous sommes le maillon faible en matière migratoire en Europe. On a compris. Et c'est d'autant plus dangereux. Mais vous avez parlé pendant 10 minutes avant, donc je réponds. Bon, François, allez-y. Non, mais franchement, il n'y a ici non, on va pas se battre, mais je ne vous entends parler du rôle de l'immigration que comme un rôle négatif, voire apocalyptique. Allez, vous allez me parler de l'équipe de foot, c'est ça? Non, mais je peux peut-être parler là pour le coup. Ça n'est pas la réalité. En plus, vous tordez les chiffres parce que, par exemple, un pays que vous citez toujours en exemple, la Hongrie, a un nombre de migrants, y compris extra-communautaires, très important au regard de sa population. Ce serait l'équivalent de ce que nous avons en France. C'est 70 000. Vous verrez que ça ressemble pas. C'est 70 000 chaque année. Je sais que ça vous dérange. Ce matin sort une étude du Boston Consulting Group qui nous dit une chose que nous savions, c'est pas un mouvement français où la France est très mauvaise. Il y a 100 millions d'immigrés en plus en 10 ans dans les différents pays. Vous prenez aux États-Unis parmi les dirigeants des entreprises de la tech. Dans quel pays, François? L'ensemble des pays, c'est une étude mondiale. Oui. Vous prenez aux États-Unis parmi les dirigeants des entreprises américaines, il y a quasiment 40% des dirigeants des entreprises américaines qui sont issus à la génération N de l'immigration. Vous comparez avec les États-Unis, c'est un pays d'immigration. D'accord, et nous, je suis désolé, on n'a pas des Elon Musk et des Steve Jobs qui viennent dans nos bateaux, c'est pas vrai. Je veux faire entendre une chose qui est toute simple, c'est qu'il y a un rôle positif de l'immigration, y compris dans cette étude du Boston Consulting Group. Alors on va m'accuser d'être un proche du MEDEF, sans doute. Si on devait analyser, ne serait-ce qu'au titre de la production du PIB, le rôle de l'immigration, ce serait la 3e puissance économique mondiale. Pardonnez-moi, François. Arrêtons en permanence de voir le péril immigrationniste sans avoir une vision plus équilibrée. Voilà. Sur la nature de l'immigration, on sait que l'immigration en France n'a rien à voir avec celle aux États-Unis, qui est d'une certaine part une immigration largement choisie. C'est très bien de relever ça, mais on va laisser. Si je peux me permettre, pour revenir à notre actualité, Gérald Darmanin à Alger dimanche, aujourd'hui au Sénégal. Citons que Catherine Colonna, le Quai d'Orsay, donc ministre des Affaires étrangères, était à Rabat. Oui, c'est ça. Et ce qui m'embête, si je puis dire, en tant que citoyen, c'est qu'il n'y a pas de récit, il n'y a pas de narratif quelque part, pardonnez-moi cet anglicisme, de cette vaste action diplomatique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est fragmenté, c'est parcellaire, et on ne sait pas réellement s'il y a une intention générale derrière ces visites diplomatiques. Moi, c'est ça qui me perturbe en fait dans la vision migratoire d'Emmanuel Macron et de Gérald Darmanin, c'est qu'il n'y a pas véritablement de vision. On ne sait pas où ils vont. Est-ce qu'ils sont pour ou contre l'immigration? On suppose que c'est le travail préparatoire du texte qui arrive. En fait, ce sont des mesures techniciennes, techniques,
localisée. On répond point par point. On va aller voir la question des visas en Algérie, la question de l'immigration de travail au Sénégal. Mais il n'y a pas de vision globale. Et moi, j'attendrais une vision globale, que ce soit un récit positif, dont on dit très bien, l'immigration c'est une chance, ou que ce soit un récit on a une tout de même, à la Mélanie ou à la. Quand vous relisez l'interview en fait, dans non, les c'est Échos en même temps. d'Olivier Dussopt et Gérald Darmanin, il y a une vision qui consiste à dire comme gentil avec les gentils, méchant avec les méchants, immigration de travail, régularisation et fermeté dans les expulsions, plus d'efficacité en tout cas. Peut-être. Moi, je pense que c'est quand même une vision technicienne en fait de l'immigration et qui met de côté la question civilisationnelle. Et ça, c'est le vrai problème, à mon avis, d'Emmanuel Macron et de son rapport à l'immigration. Il ne prend pas en compte la question civilisationnelle. Il pense chiffres, effectivement, point de PIB, mais je pense qu'il ne pense pas aux externalités négatives, globalement négatives de l'immigration, notamment sur le vivre, ce qu'on appelait le vivre ensemble et qui maintenant n'a plus de sens. Rien ne vaut une bonne synthèse. Rapidement, parce que je voudrais vous rejoindre sur un point, c'est qu'il n'assume aucun narratif pour la raison suivante, c'est qu'en réalité le bateau du gouvernement gîte à droite et qu'il faudrait assumer effectivement un récit positif de l'immigration. Il y en a un. Mais tout à fait, et ça voudrait dire d'assumer ce qu'ils ne font pas, puisqu'il a lancé cette idée, Monsieur Darmanin, le fait qu'il y ait une immigration de travail légale. Nous devrions l'assumer sans être sous les fourches codines d'une forme de terrorisme intellectuel qui dit oui, mais c'est pour le patronat. Et oui, je vais le voir hier, ça va faire la transition. J'ai vu hier, place de la Concorde, de très jeunes gens, de toutes les couleurs, dire c'est formidable, cette équipe de France, j'aime la France, etc. Voilà, ça vous dérange. Mais c'est quand même la réalité de ce que j'ai vu. Et ça n'était pas des figurants. Quand on parle d'immigration, on veut dire l'équipe de France de foot. Et ça n'était pas des figurants payés par je ne sais quel lobby pro-immigration. Ça vous dérange, mais il y a des Français issus de l'immigration qui aiment le drapeau. Ça ne me dérange absolument pas, je m'en félicite au contraire. Mais cette belle communion des Bleus d'hier avec leur support, transition un peu brutale, mais malgré tout, ce qui m'a frappé, mais peut-être avez-vous vu d'autres choses, et j'ai hâte de vous entendre, on a vu des Bleus extrêmement surpris de voir que jusqu'à 50 000 Français pouvaient se rassembler, les attendre pendant 3 à 4 heures. Sur la place de la Concorde, et tout se passe bien en plus, sans violence, ça n'a pas dégénéré. C'est assez, et quelque part ça fait du bien, Eugénie Bastier. Quelque part peut-être que jamais les Français ne sont aussi bons que dans la défaite. Peut-être il y a un côté, je sais pas, très français, dans le panache. On aime les perdants magnifiques, et ils ont été des perdants magnifiques puisqu'ils ont joué magnifiquement. Ils nous ont fait vibrer jusqu'à la dernière seconde, et je pense que c'est ça que les Français sont venus remercier hier, et je trouve ça assez beau. Je sais pas s'il y a beaucoup enfin, il y a un côté, un orgueil assez français en fait. On félicite des perdants, mais des perdants qui ont bien joué, qui se sont battus jusqu'au bout. C'est Cameroun, c'était le Qatar 2022. Ouais. François Calfon. Non, je crois que les gens ont besoin de concorde et de félicité en ce moment, qui n'est pas apportée par l'actualité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la réaction de l'équipe de France. Avec la culture des champs, si j'ose dire, et seule la victoire est belle. Et quelque part, il y a un décalage entre les Français qui les ont accueillis et ceux qui revenaient profondément déçus. Ils pensaient qu'on allait leur jeter des tomates. Tellement ils avaient. Enfin, je sais pas, c'est l'impression que ça procurait de les voir comme surtout, ça, si surpris. Un type comme Mbappé qui n'a que la gagne dans le viseur, rejoint Pelé. S'il commence à se laisser gagner par la joie parce qu'il a perdu alors qu'il n'a que 24 ans et une carrière à faire, regardez Messi qui gagne à 35 ans. Le dernier élément en lien quand même avec notre débat précédent, quand vous voyez que la ville de Bondy, qui est une des villes les plus pauvres de France, a fourni non pas mais 2 vice-champions du monde. 3 même, je crois. 3 même, je crois, absolument. William Saliba, le dernier. Ouais. Absolument, ça dit quelque chose. Et Colomani, mais c'est quelqu'un qui est rentré, qui a eu le plus de duels gagnés, qui est d'une modestie tout à fait incroyable. Eh bien, ça dit quelque chose de ce creuset français. Oui, ça dit surtout qu'il y a une filière éducative qui marche en France, c'est le football. Oui, très bien. Mais c'est très bien. On aimerait que l'école fonctionne aussi bien que les centres de formation du football français. Mais moi, je suis absolument d'accord. Mais je pense que présenter, parce qu'on présente souvent, pour revenir aux questions de l'immigration, l'équipe de France de football comme le symbole que l'immigration est une réussite. Je suis désolée, on n'est pas obligé d'avoir de l'immigration pour avoir une bonne équipe de foot. Enfin, ce que vous dites, ce serait l'essentialisme. Vous diriez que finalement, par destin, les personnes immigrées seraient meilleures au foot que
ça n'a pas de sens. Donc je pense effectivement que c'est une chance, mais c'est pas lié forcément c'est plutôt à une l'immigration. réaction. C'est le fait que effectivement on a beaucoup développé ces filières-là, notamment dans les quartiers populaires, et que c'est un des seuls débouchés quand on est pauvre et qu'on a envie qu'on a la gagne et qu'on a une mentalité de battant, souvent de se mettre dans ces filières-là. Mais vous pouvez pas lier intrinsèquement la réussite au sport à l'immigration. Ce serait de l'essentialisme abominable. C'est terrible ce que vous me dites. Mais quand je vois, si vous voulez, les commentaires racistes dont sont l'objet les joueurs de l'équipe de France dans le monde entier, dans le monde entier, oui. Oui, dans le monde entier. Et souvent, plus à l'extérieur de la France. C'est pas par rapport à vous. En Argentine. On peut avoir un débat qui nous dépasse dans le studio. Je me fais l'avocat des joueurs de l'équipe de France. Ça, c'est la première chose. Vous avez vu que Hugo Lloris a été aussi, lui, victime de racisme anti-blanc. Certains supporters français l'accusant d'être un suprémaciste blanc et de préférer la victoire des Argentins parce que c'était une équipe blanche. On lit ce genre de choses sur les réseaux sociaux. On peut dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Est insignifiant. Simplement, moi, je veux voir, et je suis ici le même qui vous dit bien accueillir, bien reconduire, il faut que les OQTF soient exécutés, mais quand il y a des symboles positifs, c'est un symbole positif, eh bien je veux le pointer. Alors j'aimerais que l'on évoque aussi le président de la République, puisqu'on a quelque part, il était aussi le 12e joueur de cette équipe de France, il était absolument partout, lors de l'après-match, pendant le match aussi, il a été beaucoup filmé, beaucoup raillé également. Est-ce que dans l'attitude du président de la République autour de cette rencontre, qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui, Eugénie Bastier? Effectivement, on ne peut pas... ça vous a gêné de le voir aussi impliqué auprès de l'équipe de France? Il y avait un côté effectivement gênant dans cette espèce d'intrusion. Enfin, je trouve que c'est le manque de tenue, en fait. Je pense qu'un homme, ça s'empêche, et un président, ça s'empêche encore plus. Et je pense qu'il y a une certaine retenue quand on est en haut du pouvoir, quand on a... Surtout qu'Emmanuel Macron cultive cette espèce normalement de sacralité du pouvoir, de transcendance. Il ne cesse d'en parler, il ne cesse de vouloir dire... le président jupitérien, là, il n'était pas du tout jupitérien. Il était sur la pelouse. Il y avait quelque chose dans les vestiaires. Enfin, je trouve qu'il n'était pas dans son rôle. Il n'était pas à la hauteur de son rôle. Et je pense qu'on manque énormément de retenue. Et c'est pour ça d'ailleurs que en contraste, la figure de Deschamps, sa sobriété, sa simplicité, le côté pas du tout, aucune effusion, pas du tout émotionnelle. En contraste, on se dit on aimerait bien avoir plus de politique comme Deschamps et peut-être moins d'émotionnel. Vous n'êtes pas la première à me dire Deschamps 2027 pratiquement. Hein Écoutez, dans la posture, je trouve que c'est intéressant. On va tout à fait se rejoindre là-dessus. Une fois n'est pas coutume, mais c'est agréable. On se rejoint sur quelques points quand même. Enfin, moi, vous savez, je reste très positif. Non, il y a aussi une autre chose qui est un peu plus tabou, mais j'ai trouvé que son caractère tactile était extrêmement gênant. Enfin, c'est pas parce que ce sont de jeunes footballeurs qu'ils devraient manquer d'égard. Est-ce que dans ce studio, je touche tel ou tel? Personne n'a été touché comme ça. Et je crois que beaucoup de Français ont ressenti et puis son attitude à la tribune qui est extrêmement agaçante. Et enfin, par contre, la gêne des joueurs eux-mêmes vis-à-vis de ce président, et j'allais dire presque leur dignité, fait contraste. Et ça, c'est très gênant pour la fonction présidentielle. On n'aura pas le temps je voulais vous lancer sur le début de l'année 2023. Gros calendrier politique, beaucoup de textes importants, les retraites, asile, immigration, on a eu l'occasion de parler. Ce sera pour la prochaine fois. Je crois que la semaine prochaine, vous êtes en congé tous les deux, donc permettez-moi de vous souhaiter de bonnes fêtes, Eugénie. On vous retrouve vendredi, ceci dit, pour votre dernière revue de presse hebdo des idées de l'année. Et François, qu'on va retrouver avec plaisir, donc en 2023. Merci à tous les deux.